Parfait, merci. On va très bien. Donc avant de commencer, cette petite, conférence avec, nos amis de Connaissance et Évolution et notamment, Philippe Villeneuve, sur la posturologie, je voulais vous présenter pendant 2-3 minutes afin d'attendre, les derniers participants. Hop, notre petit bébé. Voilà, donc j'espère que vous voyez. Donc j'en profite pendant 5 minutes. Donc moi, je pense que certains ont déjà vu, ma petite tête pendant les webinaires. Donc pour le coup, je m'appelle Jérémy Prieux, donc je suis le fondateur de Diagnostic avec Guillaume Durand. Hop. Et je vais prendre deux pour vous présenter un petit peu l'offre qu'on a en ce moment au niveau de diagnostic sur la réalité virtuelle. Donc vous avez peut-être vu un petit peu sur les posts circuler cette image. Donc on est très très heureux de pouvoir vous faire partager cette expérience-là. Alors j'espère que le son est bon parce que ma connexion est assez mauvaise. N'hésitez pas à me le signaler. Donc pour le coup, en fait, on s'est mis en parrainage avec un partenaire qui s'appelle Revinax. Alors je vais enlever ma caméra pour que la bande passante soit meilleure. Voilà. Donc on s'est mis en partenaire avec Revinax qui propose de la réalité virtuelle pour tout ce qui est santé. Et donc vous allez pouvoir en fait vous mettre dans la peau du thérapeute. Donc là, en l'occurrence, le chirurgien. N'hésitez pas à me redire si le son est revenu normalement avec l'absence de caméra. Donc en fait, vous allez pouvoir vous mettre à travers les mains du chirurgien. Donc pour la petite histoire et pour faire court, en fait, Revinax a été inventé par un neurologue. Et en fait, le neurologue a vu par des articles scientifiques qu'on apprenait beaucoup mieux quand on était à la place de la personne, donc dans les mains vraiment du chirurgien. Donc en fait, ça va vous permettre d'avoir cette expérience-là, euh, aussi bien en 2D qu'en 3D. Je vais y revenir. Donc, hop, je vais vous montrer ça. Donc en fait, voilà. Donc c'est le docteur Lins qui est à l'initiative de cette opération que vous avez déjà vu en fait sur certains de nos webinaires, qui est un chirurgien orthoptiste à Toulouse. Vous voyez, il a une caméra au-dessus de son front, un petit peu spécifique, c'est une caméra 3D qui permet de capter, et donc il fait son opération au bloc comme ça. Donc ça vous permet dans l'opération qu'on va avoir, donc avec ou en 2D ou en 3D, vous allez pouvoir visualiser ceci. Je vous ai mis des captures d'écran. Hop, sinon. Alors bougez pas, je vais passer avec mon téléphone, ce sera plus simple. Ce sera facile. Bienvenue sur Zoom. Veuillez entrer votre identifiant. Alors j'en ai pour 2 secondes. Entrez votre identifiant. Vous êtes entré dans la réunion. Voilà. Donc là, je pense que vous m'entendez beaucoup mieux. Donc comme ça, au moins, je suis avec mon téléphone. Donc pour revenir à ça, je vous ai mis des captures écran de l'opération. Donc là, vous vous situez en fait comme si vous le regardiez avec votre ordinateur. Donc là, je vous présente de la 2D. Je peux pas vous présenter de la 3D sur cette présentation lors du webinaire. Mais en fait, vous pourrez très bien visualiser ça ou en 2D, donc sur votre ordinateur au téléphone, ou alors vous pouvez acheter un petit casque en carton qui vous permet de mettre le téléphone à la place. Ça coûte 20 €, je crois. Donc, qui vous permet en fait d'avoir vraiment une expérience en réalité virtuelle, vraiment dans les mains du chirurgien en 360 degrés. Donc là, on voit effectivement différents plans de coupe de l'opération. Donc vous aurez les deux types d'opérations, une opération en percute et une opération classique avec les pansements. Et vous aurez aussi la partie kiné sur 2-3 gestes d'auto-rééducation à effectuer par le patient. Donc voilà, je ferai court pour ça parce que je ne veux pas empiéter sur effectivement le webinaire d'aujourd'hui. Voilà, donc ce qu'on vous propose pendant un mois, c'est que tous les gens qui vont venir s'abonner à notre outil Didoc sans engagement vont pouvoir profiter pendant un mois de cette expérience qui est assez immersive, qui est une grosse innovation sur la réalité virtuelle. Donc pas besoin d'avoir de casque, vous pouvez l'avoir effectivement ou sur votre téléphone ou sur votre ordinateur.
Ou alors, effectivement, vous pouvez acheter un casque pour 20 €, histoire de le vivre vraiment, vraiment pleinement. Bon, je m'excuse de la qualité du son pour le coup. Je vais laisser la main à Philippe, comme ça la qualité sera meilleure. Hop, et je vais renommer Philippe en conférencier. Hop, voilà, donc on va mettre Philippe en conférencier. Donc comme d'habitude, vous connaissez le principe. Donc Philippe va faire sa présentation. Après, vous avez l'outil Q&R qui vous permet de mettre les questions en live. Et comme ça, Philippe se fera un plaisir de répondre à vos questions à la fin de son intervention. Philippe, tu nous entends? Oui, je t'entends très bien, Jérémy. Et Bon, toi? apparemment, toi, le son est meilleur. Eh bien, je vais te Très laisser bien. commencer ta présentation pour le. Donc, vous avez ma première slide là. Et Tu le vois son est très bon pour toi. D'accord, Ouais, on voit ta tu vois présentation. l'image? Ok, bah Oui, c'est très écoute, bien. merci Jérémy de ton invitation donc pour parler de la posturopodie. Donc on va envisager le côté concept clinique et les traitements. Donc déjà, je voudrais rappeler que les bases fondamentales du système postural, elles sont basées sur la neurophysiologie, notamment la physiologie de la douleur, hein, et que quand on a mal, c'est qu'il y a un processus qui est conscient, mais il s'est passé en amont d'autres choses qui ont trait à la nociception. Au XVIIe siècle également, après Descartes, Borelli avait étudié les premières esquisses biomécaniques. Mais ce qu'on voit, c'est que s'il y a de la nociception, ça va modifier la biomécanique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une interaction permanente entre la perception et l'action, et en fait, ce sont que deux faces de la même pièce. Donc, il n'y a aucun intérêt à opposer neurophysiologie et biomécanique. Donc, le plan de la communication, l'histoire de la posturopodie à travers mon prisme et celui de Sylvie Villeneuve. Le pied, posture et biomécanique. Le système podal, la douleur de l'axe corporel, puisque c'est essentiellement ça qui va nous intéresser, les douleurs chroniques de l'axe corporel. L'évaluation clinique posturologique, les semelles de posture, donc ce qu'on fait avant les semelles de posture, un traitement informationnel, manuel, la neutralisation des dysfonctions nociceptives et les optimisations ostéo-articulaires quand il y a des troubles morphologiques. Et aujourd'hui, par rapport à quand on a commencé, il y a un certain nombre de niveaux de preuves sur l'efficacité des semelles de posture sur le contrôle postural. Donc, ce qui n'était pas le cas quand on a commencé. Alors, quand on a commencé, disons que souvent, c'est une succession de rencontres. Et en 84, j'étais diplômé de 83 à l'EFOM, donc on avait pour professeur Dolto, et il nous avait déjà sensibilisés au côté proprioception. Et nos enseignants nous parlaient régulièrement de Bourdiol et des semelles dites proprioceptives, qui sont des semelles neurologiques. Donc on mettait des petits reliefs sous les pieds et on observait des variations posturales. C'était des reliefs de 1 à 2 mm. Et il avait conceptualisé ça d'une manière plus-moins, je stimule, j'inhibe. Et on était là à regarder le dos dans le côté notamment antéro-postérieur. Et Bourdiol, c'est intéressant ce qu'il a fait, mais la problématique, c'était par rapport à cette époque-là dans le côté statique. Donc, on comprend bien qu'on n'est pas dans des oscillations, on est dans un côté encore assez mécanique, même si c'était quelque chose de très novateur. Alors, j'ai eu la chance également de suivre un DU avec Jean-Bernard Baron, qu'on peut considérer comme le père de la posturologie. Et la même année que Bourdiol, il avait fait un travail avec des Japonais où il montrait que des petites stimulations d'1 millimètre modifiaient la stabilité. Comme on le voit là, les gens étaient plus stables quand ils avaient les petites stimulations sous les pieds. Ça, uniquement les yeux ouverts. Mais la posturologie avait déjà commencé bien avant, notamment avec donc Baron. Ses premiers travaux, Baron est un ophtalmo qui a après directeur de recherche au CNRS et qui a travaillé sur les hétérophories, donc des petits troubles oculomoteurs qu'on allait retrouver chez les vertigineux.
Et quand il prend un modèle animal, c'est-à-dire il fait des petites perturbations proprioceptives au niveau de l'œil du poisson, on va voir que le poisson s'incline alors que les perturbations sont minimes et qu'il va se mettre à tourner en rond. Donc on va voir que des petites modifications, qu'elles soient plantaires ou qu'elles soient au niveau des yeux, modifient non seulement la posture, mais également la locomotion. Alors la petite vidéo de Gaget, donc que j'ai eu la chance de rencontrer donc 1 an après, et depuis 30 ans avec Gaget, qui a vraiment été le fondateur de la posture. En mettant 3 mm sous la peau, là, au niveau des pieds, ou en mettant un prisme d'1 ou 2 degrés, alors que ça fait des mois et des mois qu'ils souffrent, et vous prétendez que c'est ça qui les guérit. Et au nom de ce principe, la première expérience au monde de physiologie chaotique a été rejetée. C'est Jean-Bernard Baron qui l'a réalisé et c'était une thèse de science. Il était ophtalmo, il avait fait sa thèse de médecine sur les vertiges des hétérophoriques et il avait été accroché par ce problème où il n'y avait pas de solution et donc il avait décidé de faire une thèse de science pour essayer d'éclairer le problème. Donc après cette petite présentation de Gaget, donc qui est, on va dire aujourd'hui, le personne qui a formalisé la posturologie, d'ailleurs son bouquin dans lequel je suis co-auteur, et donc on les remercie avec le docteur. Donc voilà. Donc un petit peu plus tard, 88, donc le premier cours, et donc des articles. Régulation du tonus postural par information podale, donc première fois où dans le monde podologique, et je pense au niveau international, on parle de semelles qui deviendront les semelles de posture un petit peu plus tard. Sylvie Villeneuve parle de l'examen clinique postural, qui est une manière donc systémique globale de regarder l'ensemble du corps, et en tant qu'ostéo, j'introduis également le traitement manuel du membre inférieur. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'à cette époque, on conceptualise que les semelles de posture modifient la posture, certes, et également la stabilité. Et on reprend ça dans un livre en 96. Alors, l'autre thématique qu'on va aborder, c'est le côté douleur. Donc, il faut revenir à la définition de la Société internationale d'études de la douleur. Vous voyez, très récente, la dernière. Attendez, une coquille, c'est 2020 en fait, c'est pas 2000. Donc, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. C'est un petit peu compliqué, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe d'un côté organique à un côté où on écoute la plainte du patient, et si le patient nous dit j'ai mal, c'est qu'il a un problème et on ne peut pas refuser cette douleur. Alors l'autre chose sur laquelle on va débattre, c'est le côté évaluation clinique, alors notamment une manœuvre podopelvienne, là pour voir est-ce qu'il y a des problématiques proprioceptives ou des épines irritatives au niveau du pied, on y reviendra par la suite. Donc c'est-à-dire que physiologiquement, une translation du corps vers la gauche doit entraîner une rotation contralatérale du bassin. Donc là, on va à droite, il n'y a pratiquement pas de rotation, donc c'est non physiologique. Alors que si on va vers la gauche, et bien là, vous voyez qu'il y a une rotation, donc on a quelque chose qui s'exprime physiologiquement. Alors pareil, on peut regarder, donc si on regarde le membre inférieur, il faut regarder en haut, une manœuvre de rotation de tête. On va donc les bras tendus pour avoir toujours le même référentiel. On va mettre les pouces à peu près au niveau des épines de la scapula, demander au sujet de tourner la tête lentement et de nous dire ce qu'il aperçoit, puisque là on est sur une vision périphérique qui est relativement floue. Et donc ça nous permet de voir la variation entre la gauche et la droite. On peut regarder également la localisation visuelle spatiale grâce au test de Maddox dont Éric Matron a montré la reproductibilité. Donc en fait, un œil voit un petit point lumineux, l'autre un trait, et on va voir s'il y a une superposition. Dernier acteur, les semelles de posture. Donc en 90, avec Gaget et Sylvie, on avait
postuler que des stimulations antérieures de 1 à 3 mm reculent et que des stimulations qu'on appelle médio-internes, qui sont positionnées donc au milieu du pied, vont, elles, jouer dans le plan frontal. Et donc, on va également prendre en compte le côté stabilité, donc c'est-à-dire qu'on sait que tout ça, ça bouge et on sait le mesurer avec des plateformes de force ou avec des podomètres. Donc, les semelles de posture génèrent des stimulations biomécaniques qui engendrent des réactions posturales prédictibles et orientées. Voilà pour ce bref historique. Le lien entre pied, posture et biomécanique, qui est ancien pour les podologues, puisque Faraboff déjà nous disait le calcanéum est mobilisé comme un bateau agité par la houle, il roule, il vire et il tangue. Et donc, notamment quand on est en monopodal, et donc ça c'est une notion qui est importante de considérer que le pied doit toujours être en mouvement. C'est l'interface mobile entre le sol et l'homme. Et en fait, quand on regarde bien la partie postérieure, inféro-postérieure du calcanéum, on voit qu'on a un segment de sphère, que ça soit dans le plan sagittal ou dans le plan frontal. Et donc, Kowalski nous dit que le calcanéum est une bille qui roule sur le sol. Donc, on voit que tout est fait pour faciliter le mouvement. Alors, si on prend là les travaux de Simon Bouisset, qui était un fondateur de la Société française de biomécanique, qui écrit là sur les pionniers en biomécanique et qui nous cite Bernstein, il nous dit que la biomécanique, depuis Bernstein, doit être comprise comme cognitive parce qu'elle a un rapport avec le contrôle du mouvement. Donc, la biomécanique et le côté neurosensoriel sont deux choses qui sont superposables. Simon Bouisset nous avait permis de monter un DU de physiologie du mouvement et de la posture dans les années 2000 à Orsay. Et lors d'un congrès organisé par l'association Posturologie Internationale dont je suis le président, il nous disait le pied apparaît bien plus que l'un des chaînons de la chaîne posturale, référentiel biomécanique. Son rôle particulier vient du fait qu'étant en contact avec le sol, il exerce un double rôle, celui d'effecteur et celui de capteur. Donc, on voit que ces deux notions, neurophysiologiques et biomécaniques, sont tout à fait indissociables. Autre notion qui est importante d'avoir pour nous, c'est considérer que le pied est une structure compliante, c'est-à-dire qui est flexible. Alors, les podologues le savent bien, notamment avec le naviculaire drop test de Brody. Quand on a quelqu'un qui est debout ou quelqu'un qui est assis, on va avoir une différence de la hauteur du naviculaire qui est qui est légèrement supérieure au centimètre en moyenne. Des études de biomécanique plus récentes ont montré que quand on avançait son corps, à ce moment-là, on allait avoir des variations de la hauteur de la voûte. Donc, ça veut dire que la position et la morphologie du pied dépend en partie de ce qui est au-dessus, donc de la posture. Et pour Gurfinkel, qui est également un pionnier de la biomécanique, il nous dit l'architecture et la physiologie du pied semblent contribuer à l'atteinte de contrôle postural bipède avec une grande sensibilité. Et en tant que podologue, on a beaucoup de chance parce qu'on a un outil privilégié pour faire moduler la douleur et le tonus postural. Ce qui n'était pas le cas, on ne savait pas tout ça quand on a commencé il y a un peu plus de 30 ans. Aujourd'hui, il y a pas mal de travaux. Alors, pour comprendre déjà, au niveau des ajustements préparatoires à l'action, quand on demande à quelqu'un de tirer sur une poignée suite à un signal sonore et qu'on regarde ce qui se passe au niveau de l'électromyographie, au niveau du biceps brachial et au niveau des gastrocnémiens, on va s'apercevoir de quoi? Que les gastrocnémiens fonctionnent avant le biceps brachial. C'est la préparation à l'action. Et donc, il est important, quand on veut, par exemple, travailler au niveau sportif, d'envisager le côté postural qui est la préparation. Il faut d'abord se tenir debout avant de vouloir bouger. Et donc, ça, c'est le rôle des muscles, notamment extrinsèques du pied. Alors, quand on regarde le lien entre le centre de pression et le centre de gravité, le centre de gravité, on peut le déduire quand on met plein de petits plots qui sont capturés par des systèmes optocinétiques, des caméras particulières, et on peut, à partir de calculs, reconstituer où se situe le centre de gravité. Une plateforme de force, évidemment sous les pieds, va, elle, nous permettre de mesurer la position du centre de pression, et on va voir comment ils bougent l'un par rapport à l'autre. Donc, le bleu, le centre de pression, le rouge, le centre de gravité. Et qu'est-ce qu'on voit?
que le centre de pression va toujours doubler le centre de gravité. Donc ça veut dire que le pied oscille davantage que le corps, et tout ça pour permettre de stabiliser la tête. La stabilisation de la tête, ben là on la voit bien. Quand on regarde, on a un accéléromètre sur la tête, on mesure l'EMG au niveau des gastro et des trapèzes. Vous voyez qu'on a une tactique qu'on appelle dite de cheville, en fait, qui est une tactique de pied. Et les muscles qui vont réagir, ce ne sont pas les muscles du cou, les trapèzes et le sternocleidomastoïdien. Ce sont les trapèzes et le sternocleidomastoïdien, excusez-moi, je croyais faire un lapsus, ce sont les gastrocnémiens qui réagissent beaucoup plus. Donc, ça veut dire que c'est le pied qui stabilise la tête quand les mouvements, évidemment, ne sont ni trop forts ni trop rapides. Par contre, si on perturbe le pied d'un point de vue biomécanique, on le bloque, on diminue la surface d'appui, ou on fait une anesthésie, bah à ce moment-là, on va engendrer une tactique de régulation posturale qui est tout à fait différente. On va avoir quelque chose où, vous voyez, on s'organise autour de son bassin et donc la tête n'est plus stabilisée. Ce qui fait que, également, les muscles de jambes ne travaillent plus, mais qu'est-ce qui va travailler davantage? C'est des muscles qui sont sous-jacents, les paravertébraux et les abdominaux. Donc, en fait, souvent, quand on va mettre des semelles épaisses, on va améliorer un bout, mais l'inconvénient, c'est qu'on risque d'en déglinguer un autre. Donc, ce qui nous introduit donc la douleur. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, bien qu'on nous dise qu'il y a beaucoup de progrès dans beaucoup de domaines, en fait, la douleur, en règle générale chronique, ne fait qu'augmenter, et les lombalgies, par exemple, en 10 ans, ont augmenté de 50%, alors que la sinistralité, les accidents, eux, ne font que diminuer. Ce qu'on observe aussi, c'est que le recours à l'imagerie a augmenté de plus de 50%, et donc on voit que ce recours à l'imagerie, en fait, non seulement n'améliore pas les patients, mais crée parfois des phobies qui vont potentialiser un certain nombre de troubles. Et donc, une des questions pour pouvoir avancer, quand on parle de lombalgie, ne serait-ce pas plutôt des lombalgies? Et donc, pour arriver à traiter les patients, il va falloir identifier les mécanismes dysfonctionnels sous-jacents. Et ça, on pourra le faire qu'à travers un examen clinique bien conduit. Alors, comme en ce moment, on s'aperçoit que la douleur musculo-squelettique ne fait qu'augmenter, là, il y a une revue très récente, vous voyez, de Lin en 2000, qui fait une petite synthèse de la littérature et qui dit pourquoi on utilise trop l'imagerie, ce que je viens de vous dire. On utilise trop la chirurgie, là par exemple pour le genou, mais pour l'épaule également. On utilise trop d'opioïdes, qui vont avoir, on le sait aujourd'hui, un certain nombre d'inconvénients. Et on manque d'éducation et de conseils à formuler à nos patients. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour eux, ils nous disent les soins doivent être centrés sur le patient et répondre au contexte individuel du patient. Donc, ça revient en partie à l'évaluation clinique globale pour arriver à traiter nos patients. Alors, quand on est dans le côté neurosensoriel, on est toujours étonné par la sensibilité des capteurs. On a plein de capteurs dans la peau, notamment au niveau de l'épiderme, et qui ont des seuils qui sont très, 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 très bas. Puisque quand on fait de la microneurographie, on va voir qu'il y a une réponse, enfin en tout cas une transmission de l'information pour des stimulations de l'ordre de 0,03 grammes. Donc des semelles d'un millimètre, on comprend que ça va entraîner des variations qui sont supérieures. Et on pourrait certainement faire moins quand on regarde la physiologie. Donc l'image, c'est le papillon qui va se poser sur la fleur pour exprimer aussi qu'on est dans des phénomènes chaotiques. Alors dans l'épiderme, on a des capteurs qui sont notamment des fibres A et des fibres A delta. Mais on va surtout s'intéresser aux fibres fibres C, excusez-moi, qui sont liées non seulement à la douleur, mais également à des perceptions qui peuvent aller jusqu'à des caresses. Ces fibres C constituent 60 à 90% de l'ensemble des fibres afférentes cutanées et pratiquement tout ce qui est en rapport avec le viscère. Ces fibres C, donc, qui codent pour pas grand-chose, vont coder des stimulus et biomécaniques et nociceptifs. Donc, il va falloir qu'on sache est-ce que notre stimulation, elle est physiologique, donc on va dire biomécanique, ou est-ce qu'elle est nociceptive. Alors, les informations vont aller au niveau du système nerveux central. Je rappelle que le système nerveux central, il va commencer au niveau de la moelle. Et si on regarde ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle la boîte noire, donc au niveau du cerveau, qu'est-ce qui va surtout nous intéresser? C'est là, ce qui est en vert, c'est le tronc cérébral qui est constitué du mésencéphale, du pont
et de la moelle allongée. Et tout ça va être recouvert par la réticulée. Et c'est à ce niveau-là que va être géré le contrôle postural. Donc, c'est surtout le tronc cérébral, la réticulée et la moelle spinale. Et quand il y a une agression, il faut considérer qu'une partie du tronc cérébral constitue une alarme qui va modifier le niveau de vigilance au niveau cortical. Attention, alerte, alerte, et on va se retrouver avec des patients qui sont tendus de partout. La moelle, évidemment, joue, puisqu'on sait très bien que quand on coupe la tête d'un canard, par exemple, il continue d'être debout et de courir, pendant pas très longtemps, mais il le fait. Donc, le côté cerveau n'est pas forcément indispensable. Et ces nocicepteurs, ils sont très importants, donc les petites fibres C, ils auscultent notre corps sans relâche, nous dit le Bars. Et donc, on a vu qu'ils informaient le tronc cérébral et en retour modifient la posture. S'il y a quelque chose qui est nociceptif, c'est-à-dire qui nuit, peut-être qu'il ne me fait pas mal, mon corps va s'adapter et générer des douleurs à un autre endroit. Donc là, c'est l'examen clinique qui va nous permettre de le mettre en évidence. Cet examen clinique, donc là, pour exemple, on utilise des manœuvres globales, là, le posturodynamique, on demande à quelqu'un de s'incliner et on va voir latéralement le bassin physiologiquement doit tourner du côté contralatéral, ça permet de tester les lombaires. On a une bonne reproductibilité qui est supérieure à 79%, c'était montré par 2 équipes. Le podopelvien, on en a déjà parlé, donc de la translation. Donc, on a aussi une reproductibilité qui est correcte, qui est de l'ordre de plus de 80%. Et on peut regarder également ce qui se passe au niveau thoracique. Donc, toujours en demandant à la personne de s'incliner latéralement et de voir s'il y a une rotation contralatérale. Là, la reproductibilité est nettement moins bonne, puisqu'on a 60%. Par contre, quand on va être au niveau cervical, on va voir que l'inclinaison latérale ne devrait pas entraîner de rotation, puisque sinon le regard ne serait plus en face, on aurait plus le regard sur la ligne bleue des Vosges, et ça crée des problèmes au niveau cognitif. Et donc là, vous voyez qu'il y a une très très bonne reproductibilité. Si on continue, là récemment, fait une étude avec des systèmes optocinétiques pour voir comment le corps bougeait. Alors, il y a une littérature qui est assez riche là-dessus. Et donc, on a pu mettre en évidence, en accord avec la littérature, que on avait une reproductibilité entre 2 examinateurs experts qui était supérieure aux apprenants. Donc, ça veut dire quand on a l'habitude, on est meilleur, ce qui est assez logique. Et on a un accord fort par rapport à un CAPA, alors que les apprenants ont un accord qui est faible. Et même quand on compare la machine, donc les systèmes optocinétiques aux examinateurs, on peut avoir des CAPA qui sont forts pour les experts. Ce qu'on sait dans la littérature, ça a été maintenant largement développé, c'est que la rotation lombaire de l'inclinaison latérale doit se faire de manière contralatérale. Si c'est de manière homolatérale, à ce moment-là, c'est ce qu'on va retrouver chez les lombalgiques. Donc, on revient à quoi servent tous ces petits tests. On évalue la biomécanique et le tonus, et admettons qu'on ait une dysfonction biomécanique du côté droit, donc je n'ai pas de rotation, simplement une translation. En modifiant le côté sensoriel, en mettant de la mousse sous les pieds, si je restaure le mouvement, donc ça veut dire quoi? Que la perturbation d'ordre biomécanique est consécutive à une perturbation neurosensorielle. Donc, il va falloir évaluer, si on veut traiter les rachialgies de nos patients, par exemple, l'ensemble du tonus, qui soit au niveau du rachis, au niveau de la face antérieure du tronc, mais également au niveau du crâne. On évalue l'ensemble et comme ça, on va pouvoir contrôler notre traitement. Alors, il y a des réflexes également, vous avez entendu parler peut-être. Donc, si on tourne la tête d'un côté, on va augmenter le tonus physiologiquement du côté contralatéral lorsqu'on fait par exemple une manœuvre de convergence modale. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que l'information ne chemine pas bien entre la tête et les pieds et donc au préalable, il faudra faire un traitement manuel. Alors, pour les semelles de posture, on va dire donc il y avait 4 parties. Le traitement manuel d'abord, la neutralisation des dysfonctions nociceptives et l'optimisation ostéo-articulaire.
Alors, ces notions d'épine irritative d'appui plantaire, de nociception, ben, on le voit bien souvent en podométrie ou même sur la podographie, on voit qu'il y a un hypoappui sous la première tête. Donc, ça veut dire quoi? Ben, c'est un pied qui n'est pas content, c'est un pied qui crie, qui a mal, enfin, qui n'a pas forcément mal, mais qui n'est pas content. Et à ce moment-là, ça va modifier la régulation posturale et ça peut entraîner des douleurs à d'autres endroits. Donc, par exemple, au niveau médian, et voire, pourquoi pas, une hyperkératose interdigitale au niveau du 4e espace. Ça perturbe également le contrôle postural. Donc là, on voit bien, on a superposé 2 enregistrements, un avec de la mousse sous les pieds, un sans mousse. Quand il n'y a pas de zone nociceptive, les 2 enregistrements sont superposables, ce qui n'est pas le cas. Et on va le visualiser donc toujours avec une zone qui est d'hypoappui au niveau de la première tête et d'hyperappui souvent sous la tête, sous la pulpe du gros orteil et au niveau également du médio-pied. Donc ça veut dire que l'hypoappui du premier rayon entraîne évidemment un hyperappui, un syndrome de surcharge au niveau des têtes médianes. Donc on peut très bien le voir, le stabilogramme, quand on le développe en fonction du temps, ben là on voit que les 2 courbes sont différentes à partir du moment où on est sur mousse. Donc, ce qui n'est pas le cas quand on n'a pas de zone nociceptive. Alors, pourquoi c'est important? Parce que s'il y a des zones nociceptives, eh ben, ça va empêcher la bonne intégration des informations qui viennent des pieds. Alors ça a été, bon, on l'avait décrit il y a longtemps, mais ça a été bien montré là dans la littérature par Arnaud Foisy, qui a montré que des semelles, on y reviendra par la suite, des stimulations posturologiques telles qu'on les utilise, vont modifier l'oculomotricité. Mais que s'il y a des sujets qui ont des zones nociceptives, objectivées sur plateforme de force, vous voyez les petites épines, bah à ce moment-là, on n'a pas de résultat, c'est non significatif. Alors que dans la population qui n'a pas d'épines irritatives, donc qui intègre bien les informations podales, bah à ce moment-là, vous voyez que ce soit des éléments internes ou plutôt externes, entraînent des modifications significatives de la régulation posturale. Donc on comprend l'intérêt de retirer ces zones nociceptives. Alors, on s'intéresse également aux nerfs. Donc là, on a un nerf calcanéen inférieur et on comprend bien qu'en fonction du positionnement du pied, il peut être étiré ou il peut être comprimé. Et quand on a un nerf qui est comprimé, ça va perturber les temps de latence et les vitesses de conduction au niveau neural. Donc le pied ne sera plus, les informations qui viennent du pied ne seront plus intégrées. Ça, c'est vrai dans les pieds valgus, c'est vrai également, on le voit là, dans le pied plat. Donc, il va falloir au préalable faire des neurostimulations manuelles pour faire un espèce de reset au niveau du nerf et qu'il soit en capacité d'intégrer à nouveau les informations. Alors, on a vu que ça dépendait de la position du pied, donc la thérapie manuelle ne sera pas suffisante s'il y a un pied, par exemple, qui est en forte pronation, où les axes vont être largement perturbés. Donc, on propose dans ce cadre-là, quand il y a des pieds plats valgus organiques, ce type de stimulation qu'on appelle des bandes internes. Alors, aujourd'hui, par rapport à il y a longtemps, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a pas mal d'études qui valident, qu'on peut retrouver facilement sur Medline, l'effet des semelles de posture sur le contrôle postural. Et ce, pour des stimulations de moins d'1 millimètre, 0,8 à 3 mm. Alors, on va en prendre quelques-unes. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure celle d'Arnaud Foisy. Arnaud donc, a utilisé des stimulations des semelles de posture et a regardé la convergence et la divergence. Et on s'aperçoit que ça entraîne des variations significatives, ce type de stimulation, on l'a vu, sauf s'il y avait des épines irritatives. Ça, c'est des choses qui étaient bien connues des cliniciens. En posturaux, on va travailler avec des ophtalmos, avec des orthoptistes, et ils voyaient qu'il se passait des choses, mais là, on a quelque chose qui est objectivé grâce à Arnaud. Alors, un autre papier qui est intéressant de Verman, donc là, qui a montré que quand on met des petites barres de 3 mm, eh ben, on va avoir un recul du centre de pression qui est significatif. Donc, on comprend que ça va diminuer également les pressions antérieures au niveau du pied, puisqu'on bascule, il met en arrière. Et il a montré qu'avec des systèmes optocinétiques, que
ce qui va se passer, c'est que c'est surtout au niveau des hanches, au niveau des épaules et au niveau de la tête où on va avoir un recul. Vous voyez qu'il n'y a pas de recul significatif au niveau des genoux. Donc, il est important pour nous de voir que des BRC reculent jusqu'à la tête. Donc, on a vraiment quelque chose qui agit de manière systémique. Là, donc Frédéric Viseux, avec lequel on travaille depuis longtemps, qui enseigne la connaissance évolution, a fait une étude pour différencier des stimulations d'ordre sous-pulpaire de 0,8 mm, 3 mm, 6 mm sur le contrôle postural. Qu'est-ce qu'il a vu? C'est qu'il y avait une variance moyenne de la vitesse qui était hautement significative pour 0,8, significative pour 3 mm, et il n'y avait plus de variation à 6 mm. Il a montré la même chose en fait dans le contrôle antéro-postérieur. C'est significatif, hautement significatif pour le 0,8 mm et c'est pas significatif quand on met du 6 mm. Donc on est dans un autre système, il se passe autre chose. Et ce qui est un peu paradoxal, mais maintenant qui est bien étayé au niveau de neurosciences, c'est que le fait de faire moins apporte plus dans le contrôle postural. Donc c'est 0,8 est très efficace. Il a poursuivi pour son doctorat donc ses études, donc notamment chez des handballeuses élites, et là il s'est contenté de le mettre sous la pulpe du gros orteil, donc qui est une région évidemment importante dans le contrôle postural, et on s'aperçoit que les surfaces varient, les vitesses varient de manière significative. Et il l'a fait encore chez des populations fibromyalgiques. Et là également, on va voir que les surfaces, la vitesse moyenne et la position moyenne fluctuent de manière relativement importante. Donc aujourd'hui, il est largement montré que des stimulations de 0,8 mm placées sous les pieds modifient la surface, la vitesse et la position antéro-postérieure. Je vous propose, pour ceux qui veulent, d'aller chercher cette revue qui explique bien les choses, comment des stimulations plantaires, des stimulations des récepteurs cutanés plantaires améliorent le contrôle postural. Donc, un papier qui montre bien les principes de la posturopathie. Alors, auparavant, il y avait eu certaines études, notamment des Anglais, qui avaient montré que des petites stimulations modifiaient des choses au niveau podobarométrique, mais il y avait un effet qui était dépendant du type de chaussures. Donc, quand on a des chaussures de ville, ça marchait. Quand on a des chaussures molles, ça marche pas. Donc, on s'aperçoit que le mou, en fait, est plutôt perturbateur par rapport au traitement. Et il concluait en disant qu'il peut y avoir des implications pour l'utilisation de semelles de faible épaisseur. Là, on est en 97, donc vous voyez que c'est quelque chose qui est relativement précoce. Alors, on a également travaillé sur des lombalgiques. Donc, deux collègues ont fait leur mémoire de posturopodie. Elles ont pris 57 lombalgiques chroniques non spécifiques. Elles en ont traité 30 avec des semelles de posture et 27 témoins étaient des gens qui subissaient un soin de pédicurie. Donc, les variables dépendantes, c'était le VA, pour coter la douleur, un questionnaire de qualité de vie qui est l'EFL, et quelque chose pour objectiver le contrôle postural, qui était le posturodynamique, et quand ça ne marche pas au niveau cervical ou thoracique, on va mettre des croix. Les résultats, on avait des variations significatives entre les deux populations, pour la douleur, pour la qualité de vie et pour la mobilité. Maintenant, il faudra faire évidemment d'autres études, mais on a des choses qui sont intéressantes, qui commencent à montrer que non seulement les semelles font bouger la posture, améliorent la stabilité, mais également permettent de traiter des patients. Alors là, une étude qu'on a faite avec Nathalie Goulem, qui travaille dans un laboratoire surtout sur l'oculomotricité, et quand on regarde une verticale visuelle subjective, donc c'est-à-dire une barre qu'on est capable de faire varier avec un petit joystick, on demande à la personne de la mettre le plus droit possible. Et on fait ça chez des enfants dyslexiques, en mettant ou pas de la mousse sous les pieds. Qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? Qu'au niveau de cet angle de la verticale subjective, on va avoir des variations qui sont significatives, il y a des différences entre les enfants dyslexiques et non dyslexiques. Et en gros, on a des réponses significativement moins précises chez les dyslexiques par rapport au contrôle.
Et donc, on s'aperçoit également que les dyslexiques étaient dépendants de la mousse. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui élargit bien évidemment le cadre de la douleur pour entrer dans le côté cognitif. Et par contre, les contrôles n'étaient pas affectés par rapport à la présence de mousse sous les pieds. Donc les enfants atteints de troubles de lecture pourraient présenter une immaturité de l'intégration sensorielle hétéromodale, notamment de l'entrée sensorielle pomale. Alors, les semelles de posture, elles sont aujourd'hui très faciles à faire, notamment avec des machines thermosoudées. On peut toujours continuer à les faire comme on l'a fait de manière traditionnelle, avec du liège et du cuir. Mais là, on a des machines qui nous permettent d'aller plus vite et de faire des choses qui sont assez jolies. Alors, le paradigme neurophysiologique, pour le retenir, c'est facile. 3 grandes étapes. 80, Bourdiol et Okubo nous disent que la plante du pied devient une entrée du système postural, nous relie à l'ensemble du corps. Avec Gaget, on propose que les semelles puissent permettre d'induire des réactions posturales prédictibles et orientées. Depuis, ça a été prouvé. Et Le Porc montre que des stimulations plantaires infraliminaires au seuil de perception, donc on ne doit pas sentir les semelles, entraînent des réactions posturales. Et c'est même un critère, si votre patient perçoit ces semelles encore au bout de plus d'une semaine, vraisemblablement, c'est que la semelle n'est pas adaptée. On doit l'oublier, un petit peu comme un pull qui gratte. Donc, à l'heure actuelle, en posturopodie, on fait des formations en présentiel, de 12 jours pour la première année à Paris. La nouveauté, donc, on s'est adapté par rapport au Covid, on a fait pas mal de classes virtuelles, et du coup, on fait des formations en hybride pour Paris, Rennes et Toulouse. Donc, il y a une partie qui va être, vous êtes chez vous pendant 5 jours de cours, donc sur la partie théorique, et une partie, 7 jours en pratique, où bien évidemment, on développe le côté technique et également la réalisation de semelles. Donc, je vous remercie de votre attention et j'espère que, à partir de maintenant, vous avez bien compris qu'il ne peut pas y avoir d'opposition entre le côté biomécanique et neurophysiologique. On est sur les deux côtés de la même médaille ou de la même pièce, comme vous le voulez. Simplement, c'est un point de vue. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible. Jérémy, c'est toi qui fais la traduction des questions. Ouais. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup pour ton intervention. Pour l'instant, il n'y a pas de questions sur l'outil questions-réponses. Je pense que les gens étaient attentifs. N'hésitez pas à poser quelques questions pour finir à Philippe sur la présentation, sur tout ce qu'il a pu vous faire voir, aussi bien sur l'historique que sur tout ce qui était plus pratique. Donc n'hésitez pas, la première question est toujours la plus dure à poser, souvent. Donc là, pour le coup, Jérémy. si, alors voilà, il y a Caroline qui me pose une question, c'est toujours la première, je te dis, après ça vient. À partir de quel âge, en fait, les semelles peuvent être mises en place? D'un point de vue général, apparemment. Alors, donc à partir du moment où les capteurs sont fonctionnels. Donc, alors, c'est une boutade, mais c'est vrai. Les capteurs au niveau du pied doivent commencer à être fonctionnels à partir de la 10e semaine intra-utérine. Donc, en fait, c'est pas un problème de capteur, c'est un problème de difficulté à faire un examen clinique du petit enfant. Mais comme le dit la sécurité sociale, on peut faire des semelles à partir du moment où l'enfant commence à marcher. On peut faire, rappelez-vous que un des premiers actes de rééducation qui va se faire pour le métatarsus varus chez le bébé, dès les premiers jours de la naissance, c'est quoi? C'est d'utiliser la brosse à dents, de gratter la partie médiale du pied pour traiter le métatarsus. Donc, on voit que nos capteurs, ils sont fonctionnels, ils entraînent des réponses, donc il n'y a pas de raison de ne pas les stimuler. Contrairement à ce qui a été dit il y a fort longtemps, en fait. Il y a une question d'Élodie sur la formation initiale, donc sans prendre parti, mais tu sais, à l'école, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de formations qui sont très sur des éléments, on va dire, plus classiques, sur des éléments qui sont un petit peu plus hauts en termes de millimètres. Pourquoi, d'après toi, en fait, la formation sur des éléments de plus basse cotation, donc plus posturale, ont du mal à vraiment venir dans la formation initiale sur certaines écoles? C'est une bonne question qu'il faudrait poser au directeur des instituts. Parce qu'il y a des instituts où on parle beaucoup de posturaux, d'autres où on en parle un peu.
Oui, je crois qu'à Hein, Rennes notamment, ils en parlent beaucoup. oui, ils en parlent beaucoup et d'autres, dans quand même la majorité des instituts, aujourd'hui, il y a au moins des informations sur la posturologie. Hein, mais on voit que, si vous voulez, les idées, de toute manière, ont toujours du mal à progresser. Hein. Là, on est sur 30 ans. Maintenant, on a des preuves. Il y a 30 ans, on nous disait, en gros, c'est pas possible, mais parce que on n'avait pas de base neurophysiologique. Aujourd'hui, quand on comprend que les capteurs, et c'est bon, on le comprend, c'est objectivé, ils sont sensibles à partir de milligrammes. Donc, on comprend qu'une toute petite information sous le pied, et c'est logique que ça modifie le contrôle postural. Et non seulement c'est logique, mais aujourd'hui, il n'y a plus de doute, c'est largement objectivé, ce qui permet après d'entraîner des applications. Alors, ce qui n'est pas prouvé aujourd'hui, c'est l'effet, il manque sur les traitements, par exemple, sur les lombalgies, les céphalées ou autres pathologies. Là, c'est à ce quoi on doit s'atteler pour l'instant. Pour le coup, il y a Christophe qui nous demande, alors c'est une question qui va être très ouverte, mais c'est combien de temps le patient doit porter les semelles de posture? Alors, déjà, il n'y a pas de règle absolue, hein, donc ça dépend beaucoup de l'âge. Donc, en gros, plus ils sont jeunes, plus l'objectif, c'est de retirer les semelles. Alors, quand il faut jouer chez l'oncologie, par exemple, on va voir que pour les génuvalgomes, en 2-3 ans, on a modifié des choses de manière assez nette. Quand on a des patients, jeunes patients lombalgiques, je dirais des adultes jeunes, là, un an ou deux peut suffire hein, pour arriver à vraiment faire une bonne remédiation posturale. Et par contre, quand on va rentrer donc chez des patients plus âgés ou quand il y a des dysmorphoses qui sont importantes, et ben là, la semelle de posture est un outil intéressant et que bon, elle gardera à vie. Hein, comme les lunettes, on va pas forcément tout corriger, mais on va permettre d'augmenter les capacités d'adaptation. Là, il y a Guillaume qui pose deux questions. Donc, la première, c'est effectivement, est-ce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent le changement de contrôle postural et la diminution de la douleur qui est significative par rapport à un placebo? Est-ce qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites Non, enfin, alors comparées à un c'est placebo? ce que je disais, c'est que bon, ça fait pas très très longtemps quand même qu'il y a des études qui sont publiées dans des revues internationales. Hein. Donc, d'abord, on a essayé de valider les tests cliniques, puis là, on est en train de valider l'effet des semelles sur la posture. Par contre, la lacune pour l'instant, c'est qu'il manque encore, ce que je disais tout à l'heure, de preuves au niveau de l'efficacité des semelles sur la douleur, que ce soit la lombalgie, que ce soit la podalgie, etc. Mais en fait, c'est pas spécifique des semelles de posture. Hein. Plutôt les semelles de posture sont plutôt en avance sur dans les revues internationales par rapport aux semelles classiques. Là, pour le coup, ça va être une question qui va intéresser nos instances syndicales, mais effectivement, Guillaume, il s'interroge sur le fait que pourquoi les semelles orthopédiques, des fois, ne sont pas totalement recommandées dans certaines revues de littérature, et notamment par la HAS ces derniers temps, si effectivement on leur présente des études comme tu as pu nous montrer succinctement aujourd'hui. Alors, ce qui fait référence à quel dossier? Parce que les semelles de posture sont citées dans la HAS. Moi, j'ai été expert une fois, donc pour le dossier patient, mon épouse aussi pour la personne âgée. Donc, je ne sais pas à quel dossier il fait, à quel reco il fait Alors, référence. Est-ce qu'il peut il me parle préciser? d'une revue de 2019, mais ça, à la rigueur, n'hésite pas, Guillaume, à nous envoyer un mail et donc je relayerai à Philippe pour effectivement éclaircir cette donnée parce que c'est vrai qu'on voit un petit peu de tout, notamment sur les réseaux. Et c'est vrai qu'il y a certaines recos de la HS, moi notamment au niveau de la personne âgée où j'ai pu travailler aussi, où les semelles ont été évoquées, mais certains dossiers où des fois on n'est pas mentionné. C'est vrai qu'il y a un Hmm. petit peu de tout. Mais après aussi, en fonction des recos, si elles ont été faites pour des kinés ou pour des rhumatos ou je ne sais pas dans quel cadre, s'il n'y a pas de podologue, faut comprendre que c'est assez logique qu'on n'accède pas dans la bibliographie est assez bien faite, mais elle est sectorisée en fait. Hein, donc ça dépend de la thématique. Après, pour le coup, je reviens sur la question d'Élodie sur la formation initiale parce qu'elle nous dit que
effectivement, c'est un peu déroutant. Il y a certains, et moi pour le coup, je le ressens quand je reçois des jeunes au cabinet. Des fois, ils peuvent être déroutés de se dire, bah mince, ce qu'on a appris avant, c'est bien, c'est pas bien. Je pense que tu auras la même analyse que moi, Philippe, mais en fait, les deux sont très complémentaires. Alors, le côté, je pense qu'il ne faut pas raisonner en bien, pas bien, c'est-à-dire Tout à fait. qu'on apprend des choses et on sait qu'aujourd'hui, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. Hein. Donc, il ne faut pas croire parce qu'on a son diplôme d'État, en fait, on a le droit de conduire, et vous voyez bien quand vous avez passé votre permis de conduire, bon, vous n'êtes pas des pros du volant, quoi. Donc, et puis, on va voir qu'il y a des choses qu'on nous a dit qui sont peut-être justes, d'autres qui sont moins justes, mais sans rentrer dans le côté théorique, moi, je pense que ce qui est important, c'est de développer l'examen clinique. Et c'est ça la réalité du clinicien. Je mets quelque chose sous le pied de mon patient. Est-ce que j'améliore mes tests ou est-ce que je dégrade mes tests? Et à partir de là, il y a des tests qui sont très faciles à faire. Regardez simplement la position des épaules de votre patient et vous verrez qu'une stimulation ou un relief qui n'est pas adapté, qu'il soit épais ou fin, c'est pas trop le problème. Ça dépend aussi de l'endroit, ça dépend de la qualité du matériau. Est-ce qu'il améliore la stabilité, la posture, ou est-ce qu'il la dégrade? À mon avis, il faut être très très pragmatique et pas religieux dans ce cadre-là. Il peut y avoir, quand vous avez des dysmorphoses importantes, bah, on va faire peut-être dans certains cas des reliefs qui vont faire 5-6 mm parce qu'on est de l'ordre de la dysmorphose. Par contre, quand c'est un trouble postural, bah, on voit que 1 mm, voire moins, est souvent suffisant. Et ce qui ne veut pas dire qu'on fait que des semelles qui font 1 mm. Hein, donc il y a une fluctuation en fonction de la clinique. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, il y a une question assez intéressante de Nicolas. Est-ce que les études que tu recenses sont réalisées à un instant T ou est-ce qu'il y a des études qui montrent, par exemple, T plus 1 mois, T plus des mois, T plus 3 mois, pour voir en fait s'il y a une adaptation du pied à ces éléments de petite hauteur? Alors, adaptation du pied, je ne sais pas. Là, c'est une adaptation de la posture. Alors, oui, il y a quelques études. Il y a une étude italienne qui a montré que ça perdurait. Il y avait un effet qui perdurait dans le temps. Quand on a fait sur la population de lombalgie que je vous ai montré, on avait fait ça, je crois, à 2 ou 3 mois par la suite. Donc, l'effet perdure. Donc ça, mais il manque effectivement d'études longitudinales, hein, mais c'est un petit peu lourd à faire quand on n'est pas en laboratoire. Hein. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau neurophysiologique, il y a ce qu'on appelle des post-effets. Donc, c'est-à-dire que le fait de stimuler une région, on arrête de la stimuler, mais la boucle informationnelle continue de fonctionner. Hein. Et alors, d'un point de vue très pragmatique, on a regardé d'un point de vue empirique au bout d'1 mois, 1 mois et demi, 2 mois max, quand on revoit le patient, souvent on a intérêt à modifier les stimulations. Donc il s'est passé quelque chose. À quel niveau ça s'est passé, je ne sais pas répondre. On va finir par 2 dernières questions. Une question pratique. Félix nous demande si tu as un ouvrage à conseiller pour s'initier et s'informer avant une formation éventuelle. Alors on a écrit, il n'y a pas véritablement, à mon sens, un ouvrage qui fait les choses de A à Z. Il va falloir qu'on y travaille. Par contre, il y a certains ouvrages qui ont été publiés donc par l'association Posturologie internationale. On a écrit 7 bouquins, mais qui sont des comptes rendus en fait de congrès. Donc là, on peut piocher dedans. Et sinon, il y a par exemple sur la lombalgie, là j'avais fait un article pour la FNP où on expliquait le lien entre l'ensemble des semelles et le traitement de la lombalgie. Donc il y a des papiers, peut-être vous pouvez en trouver certains sur nos sites, que ce soit de l'association Posturologie internationale ou le site de Connaissance Évolution. En règle générale, on en met en ligne, mais si quelqu'un a une demande précise, pareil, si tu peux relier sa demande, Aucun problème. j'essaierai de lui renvoyer un papier ou deux. Aucun problème. Et on va finir sur une dernière question interprofessionnelle où on me demande si effectivement il y a un travail possible avec des kinés pour des exercices de posture, notamment sur les muscles profonds. Est-ce que c'est quelque chose que tu inclus facilement dans ta pratique ou c'est encore quelque chose qu'il faut qu'on développe dans l'approche interprofessionnelle de la posture? Alors, effectivement, l'objectif de la posturologie, c'est de travailler de manière transdisciplinaire, mais
parce que tout le monde prône le transdisciplinaire, mais en fait, c'est compliqué à faire. Et les professions sont relativement frileuses par rapport à cette communication, notamment au niveau des syndicats. Mais donc, moi, j'ai fait par exemple une communication il y a 2 ans pour les mésiéristes. Donc, en expliquant quel était l'apport des thérapies manuelles qu'on peut faire ou des semelles de posture et comment on peut le caler par rapport au traitement mésière. Oui, donc il y a des, mais on va travailler plus peut-être avec des ostéos, mais bon, ça dépend après ce que font les kinés. Enfin, il faut que ça soit des gens qui aient une vision globale du corps, en fait, sinon on va avoir du mal à se comprendre. Et la meilleure façon de se comprendre, c'est de partager des outils d'évaluation clinique communs. Comme ça, on voit, bah, toi, tu as amélioré ça, et moi, je peux prendre le relais, ou j'envoie chez un confrère kiné, ostéo ou autre. Mais parfait. Eh bien, merci beaucoup en tous les cas, Philippe, de ton intervention de grande qualité. Je te laisse faire le petit mot de la fin avant de nous quitter. Eh ben, déjà, je vais te remercier. Et j'espère, bon, moi, c'était intéressant aussi de reprendre ça parce que ça a permis de faire une petite perspective, de voir, donc ça, c'est le privilège de l'âge aussi, de voir où on en était il y a 30 ans, où honnêtement, au niveau physiologique, il n'y avait pratiquement rien. Hein, et aujourd'hui, où la neurophysiologie, elle se développe et elle va dans notre sens. Donc, ça serait dommage de rester dans des trucs qui sont un petit peu anciens et pas updater nos connaissances. Il suffit d'aller se promener un petit peu sur PubMed et vous allez trouver des trucs qui sont sympas. Je vous remercie de votre écoute et merci encore à Jérémy d'avoir donné cette opportunité de parler des semelles de posture. Bonne journée à tous. Merci beaucoup à tout le monde. Bon après-midi, bonne consultation.